Je pense que c'est important de faire les choses sérieusement, mais sans forcément se prendre trop au sérieux. Quand il y a de la tension dans les équipes, parfois une petite boutade, une petite blague, ça relâche la pression, y compris dans les comités de direction. Voilà, il faut relâcher un peu la pression et c'est toujours un peu ce rôle que j'ai moi dans les équipes. On connaît des très grands groupes, je connais au moins un grand groupe, sur la région parisienne où effectivement, quand le dirigeant, par exemple, ça arrive souvent dans les fonctions de PDG. Bah, parfois, le président a du mal, effectivement, à ne pas regarder, son DG, comme quelqu'un qui est un simple collaborateur et il vient faire encore des choses. Donc Bienvenue dans Be Happy Rise pour une nouvelle conversation. Donc le média, l'espace où vous pouvez activer et puis savourer votre joie. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Emmanuel Rétif. Nous allons parler bien sûr entreprise, ressources humaines, manager, dirigeant et conscience. Donc Emmanuel, enchanté de te recevoir très heureux. dans ce podcast. Merci de cette belle invitation dans un lieu incroyable. Moi qui vois maintenant l'envers du décor, c'est extraordinaire. Donc dis-moi, Emmanuel, comment tu aimes te définir aujourd'hui? Comment tu aimes te présenter? Quelle est un peu ta façon de te présenter actuellement? Ah, je dirais que, on a toujours 2 façons de se présenter. Il y a la présentation assez classique professionnelle, voilà, c'est celle qui est la plus simple. Donc moi, j'ai un cursus de plus de 30 ans de DRH dans différentes entreprises, dans des grands groupes, et puis après du point de vue personnel, c'est vrai, moi j'aime bien les amis, j'aime bien sortir, j'aime bien, aller au théâtre et c'est vrai qu'à sur une ville comme Paris, on a beaucoup de bonheur là-dessus et puis de le profiter avec mon épouse, voilà, on partage cette même volonté et puis d'accompagner aussi les beaux enfants. Donc voilà, d'essayer d'aider, de faire partager et puis on l'évoquait tout à l'heure, d'essayer de garder toujours la bonne humeur. J'ai essayé de faire les choses en faisant la tête et finalement ça marche pas mieux. Donc on capitalise mieux en étant plutôt joyeux que... Oui, je crois qu'il va après c'est une question de personnalité, mais on parle souvent des profils dans la fonction RH. Moi, j'ai le profil jaune, comme on dit, donc plutôt communicant, plutôt essayer d'être, d'être positif. C'est pas tous les jours facile, mais je pense que ça aide aussi son entourage de rester positif, surtout quand les moments sont un peu plus compliqués. Donc, faut garder cette bonne humeur. Je pense que notre environnement quotidien, est suffisamment anxiogène pour, ne pas en rajouter et essayer de se libérer, un peu de tout ça. Et cette bonne humeur, est-ce que tu l'as toujours eue en toi ou est-ce qu'il y a des valeurs aussi que t'ont transmis tes parents? Je Comment tu l'as Oui, je activé? crois que ça s'est forgé effectivement, bon, je crois qu'on devine un peu ma génération, mais j'ai été éduqué dans la valeur travail, au sens, bien faire son travail, réussir ses études, faire en sorte que ce que l'on délivre est quelque chose de correct et puis ensuite, je ne sais pas pourquoi, très tôt, j'ai aimé ce côté communication, j'ai même fait un petit peu de radio libre. Et j'ai toujours aimé, cet aspect, voilà, de partager avec l'autre, de donner, d'aller à l'avant, de la scène et dans mon métier, c'est vrai que c'est pratique quand vous vous retrouvez devant une grande salle avec 300 managers ou plus, bah, c'est toujours plus facile quand le DRH vient porter un message et qu'il est plutôt à l'aise pour le faire, après l'avoir structuré et imaginer ce qu'il allait pouvoir partager avec les équipes. Donc dans toute ta carrière, est-ce que la communication, c'était un peu le fil conducteur ou il y a eu d'autres aspects? Alors, je pense que le premier fil conducteur dans ma carrière, ce sont les hommes et les femmes de l'entreprise. Voilà, ce fil rouge RH, j'ai ce fil rouge au cours des années, c'est vraiment, ce qui a, motivé mon choix. Alors si on revient très en arrière, c'est vrai que je raconte toujours que j'ai commencé par un UIT et dans l'IUT, il y avait, le choix de faire de la comptabilité. Ah, je sentais pas trop la compatibilité, non, je voyais pas trop. Les petites et moyennes entreprises, ça aurait pu être une option et puis il y avait la gestion du personnel et je me suis dit: «Tiens, ça serait intéressant» et finalement, j'ai fait ce choix et j'ai continué et je l'ai exercé après, dans différents fils rouges. Donc je pense que ce fil-là, il est important et puis après est venu s'ajouter, bah, effectivement le volet communication qui finalement colle assez bien avec, cet enjeu de relation aux autres, être capable de communiquer, heu, avec ceux qui nous entourent. Donc c'est comme si, avec des choix, contraints, tu as pu, trouver un espace de liberté avec les ressources humaines et la connexion avec l'humain? Ouais, ouais, ouais. Tout de suite, ça me fait penser à une expression que j'aime beaucoup, c'est transformer les contraintes en opportunités. C'est vraiment un travail régulier.
Je reprends mon fil rouge de la fonction ressources humaines. Nous avons un allié qui est le législateur et le législateur nous aide à chaque fois à transformer toutes les contraintes réglementaires en des opportunités. Et si on ne fait pas ça, au bout d'un moment, on se dit, «Encore un texte, encore une loi, encore un sujet». Non, c'est un droit vivant, comme disait un célèbre juriste, eh bien il faut l'utiliser tel quel. D'autant plus qu'on n'a pas forcément la main dessus. Donc à partir de là, il y a Exactement, plusieurs, exactement, possibilités. exactement. Soit on en prend, parti, soit, Ouais, ouais. on est contre. Et dans nos vies personnelles, il y a toujours je dis souvent, il y a une raison. Quand quelque chose arrive, on parle parfois d'alignement des planètes, il y a toujours une raison, et il faut essayer de retirer de cet événement, le côté positif. Autrement, ça peut être très compliqué si on ne voit que les côtés négatifs. Donc voilà, il se passe quelque chose, il y a peut-être un moment où c'est difficile, mais finalement, avec du recul, est-ce que c'était pas une bonne chose? Mais pour ça, il faut le recul. Mais quand on est en plein dedans, comment tu fais pour, pouvoir essayer d'avoir une vision aussi, extérieure pour pouvoir voir les côtés positifs? Alors, si on est dans le milieu professionnel, il y a beaucoup d'enjeux autour de l'équipe. C'est un peu comme au rugby, hein, il y a le pack, hein, on avance ensemble et à un moment donné, il faut que dans l'équipe, soit son RH, soit sa responsable, dise à un moment: «Attendez, on va ressortir un peu du pack là, on va ressortir la tête». Et c'est ce travail de savoir se dire à un moment donné: «Attends, attends, attends, arrête-toi, arrête-toi, ça». Je sais que parfois, moi, je me suis fait piéger. Il faut être capable de dire: «Attends, prends du recul. C'est pas parce que tu vas y passer des heures, c'est pas parce que tu». Quelle est la situation? Et prends du recul, prends conseil. Comment vois-tu les choses? Écoute, je suis ennuyé. Et je pense que c'est une bonne façon de le faire. C'est pas une preuve de faiblesse, je pense plus que c'est une preuve de lucidité d'interroger son équipe. Et on parlera peut-être aussi de la confiance qu'on peut avoir avec cette Bien sûr. équipe pour que Mmh. on puisse lui dire: «Bah oui, je suis ton patron, mais moi aussi je suis comme toi, là je voudrais bien qu'on partage. Qu'est-ce que tu en penses?» Je pense que c'est la bonne idée. Dans la vie privée, c'est pareil, essayer de que dans un couple, dans la famille, on se dise: «Attends, attends, il y a un peu de stress, regarde, il s'est bien passé, ça s'est bien passé, regarde le chemin». Donc c'est ce travail-là qui est, parfois difficile, mais salutaire. Donc est-ce qu'on peut parler à ce moment-là de manager conscient au niveau de ses équipes? Oui, je pense qu'on peut utiliser, on a beaucoup de termes en RH, hein. Mmh. On est très, fashion week, on invente plein de termes, mais oui, il faut quand même, avoir une vision de là où on veut aller. Il faut s'assurer qu'elle est partagée et il faut s'assurer que, comme disent nos amis anglais, on voit les milestones, donc c'est-à-dire les différentes étapes et qu'on les sécurise. Et effectivement, c'est toujours plus simple d'avancer groupé que tout seul. Et tu parles souvent d'alignement aussi managérial. Est-ce que tu peux donner une Oui. définition de ces termes-là? Alors, je ne sais pas si tu connais, mais j'aime beaucoup, il y a un film de Clint Eastwood, qui s'appelle Le Maître de guerre. Et il y a une scène à un moment donné où ils vont monter sur une colline, prendre, une position et à un moment donné, il y a cette image où il tourne la tête, quoi, et il y a son équipe, il y a son tout le monde est là, quoi. Mmh. Et souvent, quand on n'est pas aligné en tant que manager ou leader, on tourne la tête et on est tout seul et ça fonctionne pas et cet alignement, pour moi, il fait l'objet, d'allers-retours. Parce qu'on peut avoir la vision du patron, mais je pense qu'elle s'enrichit quand on dit aux équipes: «Voilà, j'aimerais aller là. Est-ce qu'on est d'accord pour y aller?» Tout le monde s'exprime et puis après, il y a un moment donné où le manager va décider, le leader va décider. Il va dire: «OK, tout le monde s'est exprimé, j'ai entendu, j'ai peut-être adapté, mais maintenant, on fait front et on y va ensemble et il y a qu'une seule tête». Ça demande après, voilà, de l'abnégation. On dit: «Bah, OK, il a décidé, on a partagé, mais c'est la décision qui est prise et on va l'exécuter». Donc ça veut dire qu'il y a quand même plus ou moins des tests, des jalons ou des étapes en fait, pour, pouvoir avancer ensemble? C'est-à-dire ce côté, questionnement au niveau de l'équipe pour savoir s'ils sont, heu, tout est levé, en fait, toutes les questions sont levées et que maintenant on y va, on a décidé et c'est Ouais. ensemble. Ouais, je pense le on peut pas être seul, hein. On entend souvent, la solitude du dirigeant, mais quel qu'il soit. Oui, à un moment donné, il faut avoir confiance dans son équipe, il faut avancer ensemble. Je pense pas avoir toujours la meilleure idée ou, le meilleur schéma pour avancer. En revanche, les équipes vont dire: «J'aime bien ce que tu as fait et je pense qu'on pourrait ajuster».
et puis et là, on a une vraie valeur dans cette des prises de décision. Et dans ces décisions, est-ce que l'intuition aussi joue un rôle? Comment elle intervient aujourd'hui dans le monde de l'entreprise? Ouais. On en parle beaucoup, hein, il y a toujours des thèmes, hein, Mmh, qui sont mmh, mmh, d'actualité mmh. et on en parle actuellement donc qu'est-ce que tu en Ouais, penses? c'est pas un jeu de tarot, c'est pas un jeu divinatoire. Quand on parle de l'intuition, je pense que l'intuition, elle se rapproche beaucoup de l'expérience. Et les 2 sont intrinsèquement liés. L'intuition, c'est on a déjà vécu des choses, on a une expérience et on se dit: «Si je fais, ce recoupement, mon intuition me dit qu'on va aller par là». Donc oui, l'intuition, je la verrais plus au sens de l'expérience et après il faut la partager. Mais on a besoin d'avoir cette petite chose, qui vient, tout d'un coup dans notre esprit, et qui nous dit: «Tiens, ça serait peut-être pas mal ça» et ça marche beaucoup, aussi quand on connaît bien les gens, quand on connaît bien l'organisation. On se dit: «Tiens, je pense que si on se connaissait bien, je trouverais le petit sujet qui pourrait te faire plaisir». Mais pour ça, j'ai l'intuition que, voilà, je regarde autour de moi. Ça vient par l'intérêt au l'intérêt de l'autre, et de cette recherche. Donc de l'ouverture et puis de pouvoir capitaliser sur son expérience en fait. Oui, oui, c'est on a souvent des échanges, moi parfois ça m'arrive dans les comités d'entreprise, hein. On me dit: «Vous l'avez pas vécu». Alors, soit ça m'est arrivé et je l'ai vécu, donc je sais dans ma chair et dans mon expérience ce qui s'est passé, mais on a aussi une capacité de projection. On est notre métier aussi, on ne connaît pas tout, c'est de se dire: «Bah, je connais à peu près, j'ai à peu près une idée, j'ai à peu près validé». Donc les 2 se jouent. Soit on l'a vécu de façon personnelle et dans ce cas-là, c'est plus facile, soit on fait ce travail de projection, on s'accapare un certain nombre d'éléments et j'ai rarement vu des gens qui avaient, le monopole de la bonne idée ou le monopole du cœur comme certains disaient à une époque. Mmh. Oui, je sais que tu sais, comment dire? Prendre d'autres voies aussi pour faire passer des messages. Tout à Oui, l'heure, tu ça nous as arrive de fait, temps en temps, ça arrive de temps en temps. Je pense que c'est important de faire les choses sérieusement, mais sans forcément se prendre trop au sérieux. Voilà. Donc, et quand il y a de la tension dans les équipes, tu évoquais ce côté un peu communicant et autres. Parfois, une petite boutade, une petite blague, ça relâche la pression, y compris dans les comités de direction. Voilà. Il faut relâcher un peu l'impression et c'est toujours un peu ce rôle que j'ai moi dans les équipes. Heu, voilà, relâchons la pression, ça va nous permettre de reprendre du recul et de revoir comment on va aborder tel et tel sujet. donc de rendre les choses à leur place et un peu légères. Oui, je pense Heu, de la légèreté, mais avec un L majuscule au sens, oui. la légèreté n'empêche pas la rigueur. Voilà, mais il faut prendre un peu de recul, sinon, là aussi, c'est encore beaucoup de choses, beaucoup de sujets compliqués. On parle beaucoup de gestion des émotions aussi dans l'entreprise. Hem, comment justement avec les dirigeants ou les comités, de direction, quelquefois, quand il y a des décisions ou que des émotions peuvent sortir, comment ça se gère dans ces moments-là? La gestion des émotions, je pense qu'on en a connu, une période difficile, hein, pendant covid et post-covid et je pense qu'on vit encore des effets post-covid qui commencent à vraiment être là. Mais la gestion des émotions, oui, alors, pas toujours évidente. Alors, prenons le comité de direction qui est quand même une instance assez particulière, pas toujours évident de les montrer. Voilà, il faut être fort. Ça, c'est un moment un peu compliqué et souvent ce qui est très bien, c'est que on me dit: «Mais dans les comités de direction, souvent, ça t'arrive de proposer quelque chose et il y a pas d'opposition du patron, comment tu fais?» Mais on oublie souvent qu'avant le comité de direction, il peut y avoir un moment d'échange, de préparation et de tester les idées. Je suis, très convaincu qu'on n'arrive pas en comité de direction sans avoir un peu discuté, essayé de tester ça. Bon. Puis après, il y a dans les équipes. Il peut y avoir des moments difficiles. Covid a fait rentrer une bonne partie de la vie privée dans le milieu professionnel. Heu, on l'a tous vécu. C'est l'époque où on a commencé, vraiment, les visioconférences et cetera et je pense qu'on l'a tous vécu. Il y a le petit qui arrive, il y a, quelqu'un qui rentre Mmh. et puis il y avait de la peur, de la crainte et donc je pense qu'il y a une partie de la vie privée qui est rentrée avec le télétravail et la post-Covid et puis dans ces équipes, sans être intrusif, je pense qu'il faut être attentif. On peut avoir, un moment douloureux, un élément, perturbateur. Il faut essayer d'identifier, sinon on va se dire: «Bah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi ça marche plus?»
Donc c'est une alchimie voilà, assez délicate. C'est vraiment tirer le fil pour comprendre les choses, pour ne pas que ça reste en suspens et puis qu'il y ait des effets ensuite, des impacts Ouais, faut sur lancer l'entreprise. des petites lignes à la mer pour voir si déjà on est Mm. invité à rentrer dans un moment plus particulier, plus personnel. Il faut essayer de, c'est pas toujours évident, faut poser la question. Je sais pas, je te sens un petit peu soucieux. Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Faut voir si la porte s'entrouvre, si on nous invite. Si on nous invite pas à rentrer, faut laisser passer un petit peu de temps. Faut pas forcer. Puis à un moment donné, la personne viendra: «Bah oui, on a parlé hier, ouais, j'ai un souci», puis essayer de trouver, un moment hors, un café quand on est sur site, ou de se dire: «Bah écoute, prenons-nous un petit temps à part, on se fait une petite visio si on est à distance». C'est essayer de séparer ce moment-là de l'activité, normale pour qu'elle prenne sa valeur. Un moment privilégié. Ouais. Et tu as dit tout à l'heure, il faut être fort. Ça veut dire qu'un dirigeant, comment il est aussi vulnérable? Est-ce qu'il peut le montrer? Qu'est-ce que tu en penses? Là, on pourrait avoir une longue philosophie sur le sujet. Je pense que c'est difficile de montrer des faiblesses dans ces postes-là et qu'il faut plutôt essayer de trouver des espaces en dehors de ces grandes réunions, pour, voir si ça peut se partager. Je dis souvent le DRH est le confident du patron, hein, et de créer cette alchimie, bah, à un moment donné, on peut partager les doutes. Mais il faut que ça soit dans des espaces où il y a un sentiment de sécurité. Sécurité intellectuelle, voilà. J'ai confiance dans ma DRH, il a confiance aussi en moi et on se dit à un moment donné des choses. Ça renforce le lien, et on comprend mieux après la difficulté, je pense. Donc un manager, est-ce qu'au cours de ton expérience, les valeurs ont changé? Elles pouvaient être il y a 20 ans, 30 ans, quelles étaient-elles? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est important d'avoir comme valeur pour un dirigeant ou un manager? Je pense que les valeurs sont toujours présentes. Des grandes valeurs sur le travail, sur la relation, sur l'honnêteté. Elles sont là et elles sont peut-être exercées de manière un peu différente. Les pondérations ont un peu bougé. Prenons un exemple, le travail reste important, mais on a vu que le temps personnel, le temps libre, heu, a pris une part plus importante. On voit que ça bouge et c'est pas qu'une question de génération. Je pense que ça a beaucoup bougé. À un moment donné, est-ce qu'on est prêt à faire les mêmes sacrifices, les mêmes horaires parfois un peu importants? Ou est-ce qu'on se dit: «Bah, il y a une vie à l'extérieur et j'essaie de trouver cet équilibre». Donc je pense que la valeur travail, par exemple, est toujours là, mais elle se rééquilibre. Elle est un peu différente. Je pense que ça, c'est un point que j'ai noté. Mais les top 3 des valeurs quand même Top du, 3, du, bon, bah, du, du manager je pense aujourd'hui. que le manager aujourd'hui, il a besoin d'avoir une qualité de relation. Parce que je dis souvent que les managers sont des porteurs d'âme. Il a une équipe, donc il faut qu'il ait cette qualité de relation, cette qualité de lien. Il faut qu'il soit, alors il y a beaucoup de débats là-dessus, je le fais volontairement, bienveillant. Mais bienveillant au sens, il est honnête, il sait dire les choses difficiles, mais il les dit bien. Il a cette capacité effectivement aussi à reconnaître. Et puis un troisième pilier, bah, il faut qu'il soit, un terme qui fait souvent sourire, mais oui, il faut qu'il soit compétent. Heu, il faut qu'il soit compétent parce que, la compétence aujourd'hui, elle évolue très, très vite et il faut qu'il puisse être crédible vis-à-vis de ses équipes aussi. Alors il peut pas tout connaître, mais il faut il puisse se dire: «Il a fait, il a une bonne idée et j'ai confiance en lui». Donc je pense que c'est un triptyque qui est important. Mais tu as mis quand même les relations humaines en premier avant la compétence. Oui, je Donc, oui. Moi, je pense que dans l'environnement dans lequel on évoquera peut-être l'IA, hein, mais on a beaucoup d'individualité, beaucoup de moments où on est un peu seul et la relation, c'est ce qui fait la différence. Je veux dire, c'est une IA ne crée pas une vraie relation et le fait, je dis souvent: «Combien de dossiers sont réglés sans faire, 8 mails, mais en prenant son téléphone et en appelant la personne?» Je suis intimement convaincu qu'on se réfugie derrière les mails, on met la terre entière en copie, alors qu'on prend un coup de fil, on appelle, on se rencontre, on vient se voir. Comme là, aujourd'hui, on est tous les 2 dans le même local, bah, il y a des choses on voit nos gestes, nos postures, nos signes, notre métacommunication, notre body language, comme disent les Anglais.
Ça change tout et cette relation, elle est importante et ouais, c'est pardon, mais je pense à ça encore. On nous dit: «Oui, c'est formidable Covid, on a basculé en mode télétravail de façon incroyable». Pourquoi? C'est pas la technique? C'est que le collectif de travail se connaissait. On se connaissait tous, on était sur site, donc quand on s'est retrouvés à la maison derrière son écran, bah, on se connaissait. Aujourd'hui, on voit bien que le télétravail, pour les nouveaux embauchés ou pour les nouvelles équipes, à un moment donné, peut créer une distance. Pour ça qu'on entend beaucoup de débats autour de: «Il faut revenir sur site, il faut y être», parce qu'il faut recréer cette connivence, ce lien et ensuite, quand elle est créée, on reprend du temps. L'exemple type, un apprenti. On ne fait pas de l'apprentissage à distance. On vient avec, son maître, d'apprentissage pour comprendre comment ça fonctionne. Donc il y avait le lien, maintenant que les équipes ont évolué, ont changé, donc si, il y a cette perte de lien avec le télétravail, ça peut pas fonctionner. Il faut avoir cet équilibre. Nos métiers et les structures d'entreprise sont des questions d'équilibre. Le télétravail, c'est bien à des moments donnés, mais il faut être en présentiel pour créer ce lien. Et après, quand on est en visioconférence, on a ce lien. Je veux dire, une visio n'est pas un élément froid, on peut discuter, on peut interagir, mais c'est vrai que quand on sort de la boîte, quand j'ai vu mes équipes, ils disent: «Putain, tu sorti de la boîte, ça fait drôle. Ah, il est grand, on le voyait pas comme ça». Mmh. Ça change quelque chose. Mmh. Voilà. On parlait un peu de Paris et du théâtre. Une pièce de théâtre à la télé, c'est pas une pièce de théâtre, quand on est dans le lieu magique, d'un théâtre parisien. On n'est pas C'est au ça. milieu du public. Donc On n'est pas au forcément milieu du les public. interactions du public. Exactement, C'est exactement. et donc quelle est un peu la fonction, RH, comment elle a évolué dans ces derniers temps, ces 20 ou 30 dernières années? Je pense que le volet juridique a fait une entrée très, très forte. J'ai toujours expliqué ou partagé que, nos amis américains, ont démarré bien avant nous, hein, sur tout ce qui est le juridique, le contentieux et cetera. Donc le volet juridique est beaucoup plus présent. On a, une Europe très normative, on a des règles, un code du travail, qui est un peu inflationniste. Donc cet aspect juridique est vraiment, devenu très important. Deuxième sujet pour moi qui a évolué, on en a parlé, c'est le mode de relation. Très difficile aujourd'hui de dire à quelqu'un des générations plus jeunes: «Écoute, c'est ça et c'est pas autrement». Bon, il vous regarde, il fait: «Si, ça va être autrement. Au revoir et je vais aller voir ailleurs». I c'est plus le commandement tel qu'on le voulait ou tel qu'on l'imaginait avant. Il y a cette interaction, il faut partager. Je pense que ça a beaucoup, beaucoup fonctionné et puis le troisième élément, c'est l'accélération. La fonction est soumise à une accélération, donc le sujet d'actualité, c'est l'IA, mais, il y a plein de sujets où ça va beaucoup plus vite, et on ne connaissait pas ça avant, je veux dire, on a tous son smartphone, hein, on emmène un ordinateur, et on a tout, sur une poignée. Avant, je fais encore faire sourire, mais avant, quand moi j'étais plus jeune, je sortais, en ville, ma mère me disait: «Tu rentres à telle heure et s'il y a quelque chose, tu appelles» et on prenait une cabine téléphonique. Alors les jeunes ne savent plus, on mettait une pièce, on disait: «Bah, je vais être en retard et je vais arriver» et mais pendant le reste du temps, on n'était pas connectés et on retrouve la relation donc Mmh. il y a des choses assez intéressantes de voir comment ça a évolué. Bah, c'est pareil dans nos fonctions. Heu, je parlais de l'interconnexion, c'est pour ça qu'on a créé du droit à la déconnexion. Ça beaucoup de choses ont bougé autour de ça. Mais tu as participé aussi à trois ouvrages, je crois, enfin plusieurs ouvrages en tout cas. J'ai vu, il y a ton nom, c'est ça? Ouais, j'avais Ouais. participé avec un ami, qui s'appelle le professeur Patrick Georges, qui était neurochirurgien et qui avait toujours une formule. Il dit, «Le cerveau, c'est mon métier, donc je sais de quoi je parle» et il nous expliquait comment, le cerveau fonctionne. Donc j'aimais bien son idée quand il était neurochirurgien, qui nous expliquait qu'il opérait une violoniste. Donc elle était consciente et quand il devait bouger dans le cerveau, il lui demandait si elle pouvait bouger ses doigts. Il vérifiait de là où il allait faire son intervention. Bon, il y a quelque chose j'aime bien cette image. Nous aussi, il faut qu'on vérifie que quand on fait bouger quelque chose, bah, il y ait pas un dysfonctionnement. Si je suis, violoniste, il faut que ma dextérité de main fonctionne. Si je suis mathématicien, il faut que les additions ou ingénieur, il faut que les additions puissent toujours se faire. Donc c'est vérifier, qui permettent que tout est en vie, quoi. Oui, 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 Tout est c'est ça, toujours en vie et exactement. dans le bon ordre. Voilà,
Voilà. dans ce côté naturel. Et donc tu as parlé de contraintes quand même avec, le juridique et cetera dans les ressources humaines et donc ça a pas l'air un truc, super sympa donc de vue d'extérieur. Donc du coup, comment tu peux donner de la valeur aussi positive aux ressources humaines, avec cette contrainte qui est plutôt, plutôt délicate? Oui, alors, il y a plusieurs volets dans le volet juridique, sur lequel donc, il y a le volet vis-à-vis un peu du comité de direction et du patron. On est là pour, s'assurer que les décisions qui sont prises ne le mettent pas en danger et ne mettent pas en danger l'entreprise. Donc, la valeur d'une bonne connaissance du droit, c'est de sécuriser, l'entreprise et ses dirigeants. Les salariés aussi. Quand on leur donne là, on a eu une nouvelle loi, une nouvelle, directive qui est tombée sur, voilà, les congés pendant la maladie ne sont pas perdus, ils sont reportés. Bon, bah, comment on applique la loi? Comment ça se fait? Et là, c'est un aspect protecteur, qui a été décidé. Donc là, on n'a pas on peut avoir son avis, mais il s'impose à nous. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ce droit soit bien appliqué dans l'intérêt et dans la philosophie qui était souhaitée? Et puis on a le travail bien sûr avec les avocats, quand parfois, bien sûr, dans nos métiers RH, il peut y avoir des contentieux et des différends. Comment on sécurise tous ces livrables et qu'on aboutit à, alors on aime tous gagner, hein, mais voilà, et qu'on arrive à une décision qui est plutôt favorable. Donc on a différents environnements, mais le droit peut être, par définition, un élément protecteur. Cette valeur travail, dont on parlait tout à l'heure, tu as dit qu'elle avait évolué dans le temps puisqu'on voulait un équilibre aussi avec la vie personnelle et professionnelle. Et aujourd'hui, quel est le dialogue un peu on peut pour lors des recrutements, donner pour pouvoir aussi, donner de l'envie, à vraiment travailler et trouver cet équilibre dans l'entreprise? Je pense que j'allais dire, spontanément, il faut faire rêver. Et immédiatement, le DRH que je suis pondère cette idée. Il faut faire rêver, mais il faut avoir des preuves. J'ai travaillé dans un environnement high-tech. Quand on a des consultants, des consultantes sont sur des missions, elles voudraient évoluer. On va chercher la mission qui va apporter le petit côté fun, la nouveauté. Et c'est ça qui fait qu'on on engage les personnes. On me dit souvent, c'est quoi ta politique de rétention? Alors, moi, j'ai jamais attaché des gens avec des menottes à des radiateurs pour pas qu'elles s'en aillent. La rétention, c'est pas ça. Les vraies politiques RH sont des politiques d'engagement. Il faut faire en sorte que, peut-être sur une durée de 3 ans, j'aime bien cette idée, 3 ans, bah, pendant 3 ans, on a un deal, on travaille ensemble. Et puis, à la fin de ce bail, bah, on verra. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on a envie de faire autre chose? Mais, c'est fini, je crois, beaucoup, comme nos parents qui ont fait 30 ans, 35 ans, 40 ans dans la même entreprise. On sait que ça va bouger, donc il faut plutôt susciter de l'engagement, redonner des défis, donner de la visibilité, des nouveaux challenges. C'est plus sous cet aspect-là et le tout, on l'évoquait dans le début de notre discussion, dans un environnement où on peut partager, se dire des choses difficiles, féliciter et se donner un peu de vision. Tu t'occupes aussi de start-up, tu as accompagné les start-up en plein développement. Donc là, on n'est plus dans un contrat de 3 ans pour être serein et pour pouvoir travailler vraiment ensemble. On est, dans une politique d'expansion. Donc, comment ça se passe dans ces cas-là? Oui, alors on est surtout dans une politique de rapidité. Donc effectivement, j'ai la chance d'accompagner une start-up qui travaille dans l'IA, donc en plus c'est intéressant. Donc c'est vrai que quand j'ai travaillé avec son fondateur, il me dit: «Bon, bah, voilà, j'ai quelques profils à recruter, donc c'est plutôt des docteurs, en sciences et ça va vite». Je me souviens d'un échange qu'on a eu tous les 2. Je lui dis: «Mais, tu as recruté quelqu'un?» «Ah j'ai oui, j'ai oublié de te le dire». Donc oui, il faut aller vite. Donc faut, évidemment, quand il me dit qu'il l'a recruté, la règle est bien faite. Il a pas pris ses fonctions, on a le temps de faire le contrat, mais c'est là que ça va vite. Il faut être très agile, trouver vite des solutions et faire en sorte que, bah, la promesse que lui a présentée, à l'équipe, petite équipe qui grandit, bah, derrière le RH qui l'accompagne, la transforme. Voilà, que l'administratif, parce qu'il y a beaucoup de papiers, ne soit pas vu comme une contrainte. Voilà, c'est dire: «Bah, écoute, bienvenue dans l'équipe, ça me fait plaisir. On a deux trois choses à régler. Il faut qu'on fasse ta paie, il faut que tu puisses avoir, par exemple, tes tickets restaurants et cetera». C'est d'expliquer pourquoi on demande aussi les documents et puis après ça roule vite. Il faut bouger très vite. Donc beaucoup d'agilité, beaucoup de réactivité, beaucoup de rigueur, bien sûr, hein, dans une période où, elles sont souvent dans des périodes qu'on appelle de cash burn, hein. C'est-à-dire que l'activité ne génère pas encore de chiffres, mais la levée de fonds a été faite et il faut,
bah, il faut délivrer, quoi. Et comment fédérer et garder ce lien aussi, est-ce qu'il y a des team building? Est-ce que, comment tu de c'est une entreprise aussi qui grandit vite, Ouais, puisque tout va très vite. ouais, Comment on fait pour garder ces temps aussi de lien? ouais. Alors, c'est très intéressant parce que le manager qui a créé ces startups, évidemment, jeune, et on discute ensemble et on aborde le télétravail. Et il me dit: «Non, non, il n'y aura pas de télétravail pendant la période d'essai». Je dis: «Ah bon?» Il me dit: «Non», et on rejoint ce que je partageais avec toi. Il dit: «Non, on va créer le collectif». Il dit: «Moi, avec mon associé, on sera au milieu des équipes, elles seront là et on va partager l'ambition». Alors quand on est une start-up, je pense que tu vois l'ambition, c'est il est d'ailleurs quand je suis allé dans les locaux, il y a une licorne au mur. À leur emblème, ils ont mis le même, code couleur et il a mis une licorne. Donc l'ambition, elle est là, elle est visible. Donc moi j'ai trouvé ça, très intéressant de dire: «Créons le collectif, donnons-nous une vision», et quand j'ai vu cette licorne sur le mur, je dis: «Bah, voilà, ils ont l'ambition et puis ensuite on avance». Donc c'est donner du sens à son travail, j'imagine, hein, donc dans ce collectif. Mais quelquefois, il peut évoluer aussi ce sens. Alors comment on le réactualise? Comment on peut faire avec les équipes? Très honnêtement, quand l'équipe, voilà, il y a moins de 10 personnes, le fondateur est au milieu, il discute, il partage sa vision. Il dit: «Tiens, voilà, on va aller sur tel forum, on n'a pas eu ce client-là, mais on va». Je pense que la connexion, est plus forte sur une petite équipe, et c'est pour ça que, heu, quand ça grandit, c'est là où les enjeux sont plus importants. Il faut garder ces moments de partage. Alors peut-être que le fondateur sera plus au milieu des équipes, mais il créera, peut-être de façon hebdomadaire, mensuelle, un événement où il va venir expliquer où on en est, comment ça a avancé. Et puis ça ne l'empêchera pas au quotidien, de passer dans les bureaux, de pouvoir poser deux trois questions et d'aller chercher la température. Donc je pense qu'après, comme ils disent, c'est scalable, hein, donc il faut voir comment on monte les différents points de repère, et d'échange. Mais au tout début, voilà, le collectif, il est soudé, ils sont dans le même bureau, ils partagent, et ça évolue vite comme ça. Et après, il y a le rôle de la délégation, en fait, hein, puisque quand il y a des paliers aussi que l'entreprise grandit, donc comment le dirigeant, généralement, il vit ça aussi? Alors qu'il n'a pas eu l'habitude puisqu'il était vraiment, avec ses équipes? Ouais, ouais. On connaît des très grands groupes, je connais au moins un grand groupe, sur la région parisienne où effectivement, quand le dirigeant, par exemple, ça arrive souvent dans les fonctions de PDG. Quand tout d'un coup, on divise la fonction de directeur général et la fonction de président. Bah, parfois, le président a du mal, effectivement, à ne pas regarder, son DG, comme quelqu'un qui est un simple collaborateur, et il vient faire encore des choses. Donc, il y a besoin de prendre du recul. Peut-être parfois, il faut faire un peu un sparring, hein, qui quelqu'un d'extérieur va lui dire: «Voilà, bah, ton nouveau rôle, ton recul». Et puis, il y a un, socle, hein, c'est la confiance. Et je dis souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais cette confiance, elle doit se forger, et le contrôle va s'espacer. Mais c'est dans ce moment-là où, au fur et à mesure, on donne une confiance, on contrôle, ça marche. Et on prend un peu de recul, et parfois, il faut se faire aider de l'extérieur. C'est un peu ce rôle de sparring, hein, qui va venir en disant: «Allez, prends du recul, fais confiance. Prends tes points de contrôle, mais prends du recul». Ça, c'est et ça s'applique, je pense, à peu près partout. Quand le fondateur avait 10 personnes, puis après, quand il en a beaucoup plus, bah, il va choisir son équipe, il va regarder en qui il a confiance, et puis il va créer ces moments de passage pour s'assurer que ce qu'il a demandé, vu, est bien réalisé, et s'il y a une difficulté, qu'il puisse avoir l'information tout de suite. Et est-ce que tu as été confronté aussi à des dirigeants qui avaient un peu le syndrome de l'imposteur? Tu parlais de là, le PDG et le DG, donc une dissociation. Je pense qu'à un moment donné, c'est ce qu'on disait, c'est pas forcément des choses qui vont se partager, d'accord? C'est un moment un peu personnel, on se dit que, bah, là, on est arrivé, est-ce que vraiment je le méritais? Et je pense que ça se voit pas tout de suite. C'est plutôt rare parce que je pense que le dirigeant, il a cette vision, il a cette confiance en lui. Il a franchi de nombreuses étapes compliquées, très challengeantes, et après, ça peut arriver effectivement que quand il a son lien avec son DRH et qu'il a confiance, et que le DRH lui-même, parfois a ouvert un peu son interrogation, bah, là, il peut se dire: «Ouais, là, je sens pas le truc, je sais pas comment je vais faire». Et je trouve que là, on est dans le moment un peu clé où ce binôme, va vraiment fonctionner parce que c'est une confiance qui va se créer. Mais c'est plutôt rare, c'est plutôt rare. Combien de temps il faut pour avoir confiance?
peut avoir confiance tout de suite. Et parfois, tu parlais d'intuition. Mmh. On peut avoir une intuition. On connaît l'agent, on a travaillé. Je pense que ça se décrète pas, ça se construit, ça vient. Et je serais incapable de donner le moindre délai. C'est quelque chose qui se crée, qui se vérifie. Et parfois, il y a ce sentiment. Voilà, aussi. Ouais, je fais confiance, je sais pas pourquoi. Il en fait un peu de contrôle hein, quand même. Je vois que la valeur travail revient. Dis-moi, donc l'année dernière, c'était l'année aussi de la santé mentale. Quel bilan tu peux faire avec le recul d'une année? Je disais tout à l'heure effectivement que la vie privée est un peu plus rentrée dans le monde du travail avec cette période post-Covid et Covid. Ce sujet de la santé mentale, on voit que on est sorti en 2020, on voit qu'il y a une traîne commence à arriver, qui est là. Heu, une des prudences aussi quand on parle de la santé mentale, c'est l'entreprise n'est pas forcément dans une responsabilité, d'évolution de la santé mentale des équipes. Elles peuvent être liées à des événements extérieurs, heu, ou à des événements intérieurs à l'entreprise, hein, les 2. Donc c'est un exercice qui est parfois, difficile de d'arriver à conseiller. Donc c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de choses arriver, des hotlines, peut-être des moments, plus d'écoute, où on a demandé à être vigilant. Heu, on parlait tout à l'heure des contraintes et des opportunités. Suivre les arrêts de travail. Donc là, le pilotage d'indicateurs. Pourquoi tout d'un coup j'ai plus d'arrêts de travail? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans les équipes? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Donc ça demande plus de vigilance, plus d'analyse, du recul pour ne pas juger et garder cette proximité. Je pense qu'aujourd'hui dans l'entreprise, les managers de proximité ont un rôle extrêmement crucial. C'est eux qui sont au plus près des équipes et c'est eux qui ensuite peuvent échanger, essayer de trouver des solutions et faire appel soit au manager, soit à la RH pour dire: «Ouais, j'ai un souci, donc est-ce qu'il faut aller voir le médecin du travail? Est-ce qu'il faut chercher un accompagnement?» Je pense que c'est ça, c'est cette, vigilance à l'autre, qu'il faut, développer et c'est tout ce qui s'est passé l'année dernière, hein, dans ces recherches, comment construire nos plans de prévention des risques, et là on retrouve toute la mécanique RH, hein, et tous nos rapports et nos métriques. Mais des métriques sans réalité derrière, ils ne servent pas à grand chose, donc il faut aller chercher pourquoi. Donc, tu parlais de rester vigilant en fait, hein, il peut y avoir des pressions internes ou externes, hein, à l'entreprise et est-ce que tu penses aussi que, l'entreprise peut accompagner les personnes aussi dans leur, bonheur, personnel ou puisqu'il y a pas de c'est pas étanche, on est d'accord? Ouais. Donc quelle est un peu ta vision par rapport à ça? Donc l'entreprise n'est pas là pour faire le bonheur, de qui que ce soit. Le bonheur, on veut le faire dans nos vies personnelles, et on va le gérer soi-même. L'entreprise, elle est là pour et là, on va revenir au côté juridique, hein. On a une rémunération, un travail attendu, des livrables et une vie qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans et il faut gérer cette relation dans le temps. Bon et ensuite, il faut s'assurer que, et là, j'entends beaucoup mes organisations syndicales, hein, qu'il n'y ait pas de dégradation de la santé au travail. Je pense à des métiers où il peut y avoir des risques. Si je suis sur un chantier, je dois respecter les règles de sécurité pour ne pas générer de risques ou ne générer d'accidents. Donc c'est cette vigilance-là qu'il faut avoir, de mon point de vue, pour que ça puisse fonctionner. Quelle autre, idée reçue, en fait, on peut avoir parce que tu as parlé donc de bonheur et puis Mmh. d'entreprise. Quelle autre idée reçue il y a dans le management actuellement, qui va un peu aussi à l'encontre de toi, ce que tu veux faire de l'humain, Mmh. dans Mmh. les équipes? Mmh. Il y a un moment donné où on peut se tromper peut-être dans l'analyse ou pas, mais j'entends parfois que, ils veulent pas travailler. Alors je sais pas qui est ce «ils» hein, c'est un «ils», ils veulent pas travailler, donc ils se mettent en arrêt maladie. Hem, ils viennent pas, ils préviennent pas. Non, je pense qu'il faut faire attention, c'est s'il y a de l'absence, c'est qu'il peut y avoir des motivations qui sont au sein de l'entreprise ou qui sont liées à des facteurs externes. Et il faut être très prudent sur, cette façon rapide que le cerveau nous amène, hein, de porter un jugement et de dire: «Bah, c'est à cause de ça». L'humain est plus compliqué que ça, hein, dans son sujet. Donc parfois on peut dire: «Bah oui, ils ont pas envie de travailler, ils ont pas envie de venir», bah oui, mais en même temps, est-ce que tu leur as donné l'envie de venir? Est-ce que tu as fait des retours? Est-ce que tu as fait des retours positifs? Est-ce que tu aides à avancer?
Je pense que ça, c'est une idée souvent, voilà, si les arrêts maladie, c'est des tirs aux flammes. On disait ça un peu, dans une époque. Donc ça, faut être vigilant là-dessus, sur cet aspect-là. Heu et ouais, non, mais je pense que c'est un point, voilà. Ils ont pas envie de travailler, ils ont pas envie de venir. Donc il faut qu'on ait nous, cette volonté, cette ambition de donner de la visibilité et de l'engagement. Voilà. C'est pas très drôle, hein, pour les générations qui arrivent. Il y a des guerres partout, le on traverse des crises où, le pouvoir d'achat est quand même challengé, bon, à un moment donné, on va faire quoi demain? Donc est-ce que c'est parce que nos parents, nos grands-parents ont mangé la cagnotte, hein, et ont vidé les caisses? Ou est-ce que, on a d'autres facteurs qui arrivent? Donc, je pense qu'il faut être vigilant de ne pas porter, d'accusations sur ceux qui étaient là avant et ceux qui sont là présent. On a des défis et c'est ces défis qu'il faut qu'on relève. Donc une des clés, c'est toujours prendre cette hauteur, hein, pour pouvoir, ne pas, concéder donc à la réactivité, spontanée qui ne serait pas adéquate par rapport à la situation et à la réalité. Oui, 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 c'est prendre ce recul, c'est comme conduire. Heu, Quand on conduit, on essaye de se projeter, on regarde la route devant soi, on contrôle derrière soi, on essaie de voir son environnement et de prendre effectivement, toutes les informations et de pas forcément mettre toujours le coup de volant. Voilà. L'anticipation, cette prise de recul, voilà, j'ai vu que le camion allait certainement doubler, je vais ralentir, je vais me décaler. C'est souvent ce qu'on dit, quand on a le permis de conduire. On dit qu'on a le permis de conduire, donc on sait rouler, mais on ne sait pas conduire. Bah, je pense que dans le management, c'est un peu pareil. C'est pas parce qu'on est manager qu'on sait manager. On va l'apprendre et on va essayer d'anticiper, de prendre du recul pour mieux apprécier la situation globale. Donc on discutait avant l'interview aussi de l'anticipation que tu fais par rapport à prendre soin de tes parents, enfin de ton père, actuellement. Donc comment aussi, l'anticipation, tu peux la mettre au profit vraiment de l'entreprise, au quotidien, en y pensant tout le temps aussi comme une valeur pour pouvoir, préparer l'entreprise de demain? Vaste débat et un véritable enjeu. Heu, je pense que, on va mettre, ce mot devant, la formation et la culture. La formation, la culture, c'est un élément fondamental. Heu, Tout va très vite. On nous dit: «Avez-vous une idée de ce que l'IA va vraiment faire dans, les années qui viennent?» Alors, déjà l'IA, toutes les semaines, ça bouge. Ça a une rapidité importante. Ce que je constate, c'est que les gens qui ne vont pas s'intéresser à l'IA, oui, ils vont certainement être remplacés ou être un peu sur le quai de la gare. Mais si on s'y intéresse, on est déjà en meilleure position. Et puis surtout, si on continue à se former. Donc je pense que l'un des enjeux importants, c'est de se former, d'avoir une vision et une culture assez large, parce qu'on parle souvent des hallucinations. Une IA peut vous apporter des réponses, mais si vous n'avez pas une culture plus générale, vous n'avez pas cette prise de recul, vous n'allez pas voir qu'elle s'est trompée ou qu'elle a fait cette erreur. Donc je pense que ce qui va nous aider demain, c'est la relation et puis c'est ce socle culturel, ce socle de formation et c'est ce qui va permettre de s'adapter. Mais avec l'IA, où on devient de plus en plus en recul et on joue avec l'IA, personnellement, on a moins ce lien. Donc comment cultiver justement ce lien, l'IA et puis l'anticipation et l'expérience? Parce que si on n'est qu'avec l'IA, on n'a pas l'expérience. Donc du coup, Ouais. on perd ça. C'est un grand débat, hein, que tu pointes là, hein, beaucoup de craintes, sont arrivées notamment sur l'amont, sur l'apprentissage. On parle de l'informatique, les codeurs. On se dit, bah, certaines IA, codent bien mieux que nos codeurs et certaines entreprises ont dit: «Oui, peut-être». Mais, aujourd'hui, on maîtrise cette technique parce que nous avons des anciens. Alors l'ancien étant celui qui a l'expérience. Si on ne génère plus ce cycle d'évolution et de compétences, comment aurons-nous demain nos sachants qui seront capables de challenger cet outil? Donc on voit que les entreprises reviennent en disant: «Non, on va continuer à faire de l'apprentissage, on va le faire peut-être différemment, mais on va continuer à faire grandir, ces jeunes qui sortent d'école pour qu'ils aient alors peut-être plus de jugement critique, du recul». C'est là où il y a un changement. On n'ira pas contre l'IA. On n'ira pas contre, elle est en train de se positionner. Alors ça balbutie encore, hein, mais
il faut garder cette chaîne de valeur qui va grandir. Et je ne sais plus si, j'ai répondu à toute la question, mais je pense que c'est un élément, important et ça change un peu nos politiques et ça nous permet aussi d'éviter de faire une erreur. Cette erreur, c'est de dire: «Bon OK, on va remplacer tout le monde, mais demain qui va voir?» Et après sur l'IA, tu me disais ce relationnel et autres, moi je suis méfiant parce que ça va tellement vite qu'on peut se dire: «Bah, j'ai posé une question, j'ai la réponse». Non, je si je pose une question à une intelligence artificielle, c'est parce que moi-même, j'ai commencé mon questionnement, j'ai une idée, j'ai des hypothèses et j'aimerais avoir, une assistance. C'est pour ça qu'on parle souvent d'assistant, IA, hein. C'est pas quelqu'un, qui est, qui va donner la réponse à notre place. On va lui dire: «Voilà, j'ai cette idée, je voudrais le construire comme ça, comment tu challenges?» C'est un peu quelqu'un de l'équipe, hein. D'ailleurs, on entend parler de bientôt dans les organigrammes qu'il y aura, un agentique, un agent, D'accord. IA dans l'organigramme qui sera chargé d'eux. Mais, je pense qu'il faut garder notre capacité de réflexion et puis ensuite l'utiliser comme un atout. Une IA, c'est comme si c'était un grand bibliothécaire. Il a accès à toutes les données, il connaît tous les livres, mais nous aussi, on a besoin de culture pour vérifier que le livre qu'il est allé chercher répond bien à la question qu'on a posée. Donc tu parlais quand même de mutation de assistant, IA à directeur IA puisqu'il est dans l'organigramme. Alors, je ne sais pas si on aura des directories, hein, mais en tout cas des agents, oui. On le voit bien, ça se développe, pour lesquels on va leur confier un certain nombre de tâches. Mais encore une fois, on va leur donner des tâches qui sont prescrites. On a telle action à faire, tel livrable, telle vérification. Heu, on entend parler du prompt, hein. Le prompt, c'est la directive que l'on va donner est très importante. Mais au final, est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec nos équipes? Je et je trouve que le parallèle est assez fort. J'ai besoin d'avoir un point particulier sur la formation. Je vais voir, ma responsable formation. Je lui dis: «Écoute, j'ai ça comme idée, j'aimerais qu'on développe tel volet dans le management, qu'on essaie de trouver peut-être un partenariat avec une école». Je vais l'interroger et elle a cette, connaissance à me dire: «Oui, on pourrait travailler avec cette école, on pourrait faire un appel d'offres, mais on a déjà créé un module, donc on pourrait peut-être le rattacher à ton projet». L'IA doit faire exactement la même chose, mais on doit rester, celui qui la maîtrise et qui vérifie ce qu'elle nous dit. Et c'est ce qu'on fait, on en parlait encore au début, ce qu'on fait avec les équipes. «J'ai une idée, qu'en penses-tu?» Donc les équipes ont cours de l'avenir. «Oui, heureusement». Et comment on fait aussi pour avoir des équipes complémentaires? Parce que, tout le monde n'est pas toujours obligé, comme, l'IA, d'avoir un consensus ou d'être compatissant, hein. Donc une équipe, comment on la structure de manière, performante, complémentaire avec des esprits complémentaires? Oui, c'est un vrai sujet. Alors, c'est vrai que nous, dans une entreprise où j'ai travaillé, on avait fait des tests de personnalité. Alors, je crois que c'était IDISC, hein. Alors, on était soit bleu, soit vert, soit jaune, rouge. Tu as dit que tu étais jaune. Moi, je suis jaune. Je suis jaune, mais j'ai quelques couleurs qui me ramènent vers le bleu, donc le côté sécurisé, le livrable. Bah, c'est intéressant, par exemple, voilà, de faire un petit échange avec l'équipe et quand on a fait les portraits, de dire: «Bah, je comprends pourquoi, heu, avec elle, on n'arrive pas à avancer et tout». Bah, elle est juriste, faut que ça soit très précis et parfois on lui dit: «Bah, non, mais écoute, on pourrait peut-être faire un petit peu plus léger». Non, c'est la rigueur. Donc quand on connaît un peu les contraintes de l'autre, comment il fonctionne, bah, c'est plus facile de l'accepter et ensuite, le rôle du manager, c'est de trouver les bonnes alchimies. Parfois, on a des chiens et des chats dans la même équipe, mais il faut arriver à faire ce lien et à créer, la vision. Vous travaillez pour quoi? Vous travaillez pas pour vous challenger, vous travaillez parce que je vous ai donné un objectif, parce que l'entreprise nous a donné ces objectifs et comment allons-nous l'atteindre? Et ben, on va compiler, compléter nos savoirs et là encore, il faut parfois faire preuve un peu être un peu humble, en disant: «Bah, moi, parfois, ça arrive, je dis: «Je sais pas faire. Honnêtement, je vois pas». Alors tu pourrais me dire: «Mais attends, tu es directeur». Mais et alors? Il y a des trucs, je sais pas faire et dans mes équipes qui sont peut-être plus, voilà, plus dans un mouvement, elles vont me dire: «Mais si, si, regarde, il y a ça, ça et ça». C'est de donner l'opportunité à l'autre de pouvoir, donner ce coup de main, voilà, que tout le monde se sente utile et après on équilibre et on police, on on essaie de montrer à tout le monde que, bah, collectivement, on a réussi ce qu'on voulait faire. Donc c'est aussi montrer sa vulnérabilité. Parce que tout à l'heure on en parlait, mais Oui, oui. c'est pas quelque chose qu'on montre forcément, mais si. Oui, c'est En remettant le sens à l'objectif, oui. aussi au centre. Je pense que quand on a confiance dans l'équipe, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, on peut dire à un moment donné: «Écoute, je ne sais pas comment prendre ce sujet».
Il est vraiment compliqué, j'ai du mal à l'aborder, voilà. Est-ce que c'est une preuve de faiblesse ou une preuve de lucidité? Bah, moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est une preuve de lucidité. Sur LinkedIn, j'ai vu que tu avais un engagement aussi pour l'emploi des 50 ans et plus. Quelle est un peu ta pensée et ton intention, en Ouais. mettant ce badge sur LinkedIn? Oui, oui, alors on a eu une ministre du Travail effectivement qui avait lancé, cet engagement. Hem, on a un enjeu démographique. Bon, on a une baisse de la natalité, on voit qu'on a moins de forces vives qui arrivent sur le marché du travail et puis à l'autre bout de la chaîne, voilà, je commence à en faire partie, voilà, on a des compétences qui sont disponibles. J'ai toujours connu dans ma carrière et pendant mes études, des plans de départ des seniors. Voilà. Mon père est parti en ASFNE, c'était l'allocation spéciale, pour l'emploi. Il est parti à 57 ans et on a toujours ces plans. Mais là, on a un défi démographique qui fait qu'on va avoir besoin de compétences et je pense que tout l'enjeu, c'est de trouver le moyen de mobiliser ces compétences qui sont plutôt seniors, hem, qui sont toujours d'actualité. Tu me parlais tout à l'heure d'idées reçues. Celui qui est plus âgé et moins performant, peut-être qu'il est plus sage et s'il continue à se former avec son expérience, il a effectivement une vraie valeur ajoutée dans ce binôme, peut-être jeune entrant, plus expérimenté dans l'entreprise et de faire bouger ça et je pense qu'on a une manne de compétences qui n'est pas suffisamment exploité, donc dans cette frontière entre, les 55-60 et au-delà de 60 et je pense qu'il y a un vrai vivier et nos cultures, de société, d'entreprise, j'ai travaillé à l'international, j'étais souvent surpris, par rapport à la France, qu'on vienne me proposer des profils à, 60, 62, 65 parce que l'approche est complètement différente. C'est pas son âge qui m'intéresse. Est-ce qu'il a une expertise qui peut répondre à mon besoin? Oui ou non? Et dans la culture française, et comme je le disais depuis des dizaines d'années, on est dans cette idée que il faut alléger les pyramides en faisant partir les seniors et peut-être de perdre des compétences. Mais on va avoir un manque de compétences et un manque de bras, donc il va bien falloir aller les chercher quelque part. On a des enjeux de retraite. On ne sait pas ce que les élections présidentielles vont donner, mais on voit bien ce qui se passe en Europe, on voit bien que la durée s'allonge. On a la chance d'être en meilleure santé et puis, ça boucle un peu ce qu'on évoquait ensemble, le travail peut être aussi un moment d'épanouissement à côté d'une vie personnelle. Donc comment est-ce qu'on rebouge? Est-ce que c'est un CDI? Est-ce que c'est de la prestation? Est-ce que c'est des consulting? Il y a un redesign là qui va arriver. On sait que les Américains sont toujours en avance sur nous. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais pour ça, on va avoir besoin aussi de modifier un peu nos réflexes. Je ne peux pas faire un prêt pour acquérir un logement si j'ai pas un CDI. Bah, peut-être qu'il va falloir imaginer d'autres façons pour permettre cet accès. Ça va nous challenger. Je pense que ça va être, je pense plus que j'en suis persuadé que ça va nous challenger. Donc tu parlais des plus de 60 ans, mais il y avait un article hier dans Le Parisien justement sur ce sujet-là, où il y a des phrases, «À 45 ans, vous êtes un dinosaure, c'est effrayant» ou «La fin de après tant de carrière, comme la non-reconnaissance est terrible» ou comment on gère aussi la fin de carrière. Donc à ce moment-là, pour ceux qui sont encore dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il faudrait enfin, qu'est-ce qui serait important aussi, d'apporter pour changer cette vision en France de l'âge entre, 50 et la retraite? Oui, oui, alors, on a plusieurs choses qui existent. Alors, le défi de demain, ça va être d'allonger, cette capacité d'employabilité. Voilà. Tout le monde ne pourra pas partir à la retraite, à 64 ans, peut-être que ça sera plus tard. Donc il faut allonger ce temps de compétences, pour les équipes. Donc on revient formation, partage sur les éléments. Ensuite, on a vu que dans la partie, aval, les apprentis, l'IA, le besoin d'avoir toujours cette expertise. On avait, et souvent, le droit du travail ou les expériences de politique RH ou de politique gouvernementale en matière de droit du travail ou de politique, de ressources humaines, c'est souvent des recommencements, où on remet un peu les choses au goût du jour. Le binôme senior, plus jeune.
peut-être des rôles de plus de consultants internes, des rôles de formateurs, hem, des rôles aussi de mentors. On voit qu'il y a un certain nombre de palettes et d'actions, un éventail d'actions qui est assez large, dans lequel ce binôme, celui qui est plus récent dans l'entreprise ou plus jeune dans l'expérience professionnelle et celui qui a plus d'ancienneté, bah, peuvent se compléter. Je dis souvent, moi j'ai la chance, j'ai mon beau-fils qui est, avec moi, à la maison. On se partage entre 2 domiciles. On discute et tout d'un coup, il me dit: «Beh, tiens, est-ce que tu as vu, cette nouvelle application d'IA, qui est fait là-dessus?» Alors je l'avais pas vue et toc, je prends son info, je vais creuser un peu et ensuite je reviens, je dis: «Oui, bah, tu avais raison, effectivement, cette plateforme d'IA est très intéressante, j'ai vu». C'est cet échange, voilà, et il y a des moments donnés, il me dit: «Ouais, je sais pas comment faire dans le boulot», et puis du coup, moi, ma modeste expérience, voilà, lui apporte, c'est ça qui est intéressant et on est toujours dans la relation. Je suis assez constant dans mes dans mes idées, dans la manière dont on peut avancer. C'est un esprit aussi d'ouverture, mais parce que tu vas chercher ou tu vas, aussi essayer de comprendre. Ouais. Mais la personne qui est dans l'entreprise, et qui se sent isolée justement, qu'est-ce qu'il doit, comment il doit alerter pour être toujours dans ce mouvement-là? Tu emploies un mot qui moi, sonne, tu me parles d'alerte. Le manager de proximité et la RH, voilà, elles sont là pour faire ce premier travail. Ensuite, tu as parlé d'alerte. Alors, je sais que certainement certaines personnes qui écoutent ce post vont dire: «Ah, il est quand même un peu gonflé». Mais on a des représentants du personnel. Moi, je dis toujours, les représentants du personnel, souvent, moi, ils venaient me tirer la manche en me disant: «Emmanuel, on a un sujet». Alors, soit ils m'appelaient et ça se passait bien, soit ils déclenchaient, alors tu connais le dispositif, un droit d'alerte, un danger grave et imminent. Bon, OK, c'est leur rôle, mais derrière ça, s'il y a une réalité, il m'est arrivé très souvent de remercier, des organisations syndicales de m'avoir alerté parce que l'entreprise est grande et on n'avait pas vu le sujet. Donc, quelqu'un qui aurait à un moment donné une difficulté à se former, à évoluer, bah, je pense que tel que le droit du travail et tel que la France est constituée, eh bien, on a ce qu'on appelle des partenaires. Alors, ils sont soit du côté de la direction, soit du côté des organisations syndicales. D'aucuns diraient: «C'est une contrainte», moi je dirais peut-être que c'est aussi une opportunité. Tout dépend de la relation que l'on veut avoir ensemble, mais on fait face aux mêmes défis, on n'a peut-être pas la même vision de la manière de le relever, mais en tout cas, si on chemine sur la même route et on a, je pense, c'est une de mes convictions, une ambition conjointe, c'est que les salariés, ça se passe bien pour eux. Bon, c'est le jeu. Donc, comment maintenant tu vois les ressources humaines, les défis, les prochains défis? Moi, je pense que le défi de demain, c'est vraiment, la relation, la formation. Je pense que déjà, ces 2 piliers-là, vont vraiment me viser, parce que voilà, avec, ces projets, d'évolution technologique qui arrivent très, très vite, notre environnement un peu anxiogène, tout ce qui se passe, dans le monde, si à un moment donné, voilà, je finalement l'entreprise est ce qui est presque plus structuré, hein, au final. On connaît à peu près, qui est où, qui fait quoi, comment ça fonctionne. C'est presque un peu protecteur, quelque part. Donc il faut garder cette relation, comme je l'ai évoqué, c'est vraiment mon fil rouge. Le rôle du manager de proximité, du RH de proximité, le rôle des représentants, que ce soit les représentants du personnel, le médecin du travail. Il y a un écosystème qui permet d'avancer. Et puis la formation, parce que, ça va vite et c'est pas parce qu'on a de l'expérience qu'elle va pas à un moment donné avoir besoin d'être complétée. L'exemple type, c'est l'arrivée de l'IA. Bah, c'est un challenge, il faut rentrer, il faut comprendre comment ça fonctionne, comment on s'en empare, on s'en accapare et on s'en et puis voilà, ces 2 piliers déjà vont bien nous occuper. Tu parlais de formation, mais il y a aussi plus ou moins des ateliers qui rentrent dans les entreprises, comme la sonothérapie, comme ce genre de concept. Toi, qu'est-ce que tu en penses? J'ai parfois un peu le sentiment que c'est un peu des effets de mode, c'est comme quand on disait, «On va mettre un baby-foot et ça va faire, tout le changement dans l'entreprise». Peut-être, c'est une option. Est-ce qu'elle doit être explorée? Oui. Est-ce qu'elle peut apporter des réponses? Certainement. Est-ce que ça sera la réponse? Non. Alors, la compléter avec quoi?
Mais toujours, c'est pas parce qu'on va mettre, à un moment donné, des ateliers, réflexologie ou massage et autres que ça va changer quelque chose. Si je retourne, à mon poste de travail et que mon environnement de management ou des équipes n'est pas bon, j'aurais eu 15 minutes de plaisir, de détente. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dois être dans un environnement de travail dans lequel je peux m'épanouir. Il peut y avoir des coups de tension, des coups de bourre, je pense moi qui viens d'une ville portuaire, quand on est sur un bateau et puis qu'il y a une grosse mer et une tempête, bah, à ce moment-là, c'est compliqué, mais on doit, normalement naviguer, paisiblement. Donc si, je sors d'une équipe, d'un environnement alors, les partenaires sociaux et les syndicats me parlent souvent d'environnement toxique. C'est le terme qu'ils utilisent, voilà et je vais, faire mon massage et je retourne dans cet environnement, j'ai pas réglé le problème. Oui, tu veux dire que c'est pas que ça soit du saupoudrage pour se donner bonne Et conscience, pas du sparadrap, mais une cohérence quand même, et quand le manager ou le dirigeant est convaincu aussi de ce bien-être dans l'entreprise, de la cohésion d'équipe, là, ça peut apporter quand même oui. Oui. un plus. Il faut que l'exemple soit partagé, et c'est vrai parfois, pas toujours très grande bienveillance dans certains comités de direction. Ça peut être très dur. C'est là où, il faut trouver le juste équilibre. On ne peut pas donner l'exemple, heu et en même temps, vouloir qu'on donner l'exemple et en même temps ne pas appliquer, ce que l'on parle. C'est pour ça que je dis toujours, il y a vraiment ce jeu d'équilibre. Il peut y avoir des moments de tension, des moments où c'est dur, où, il peut y avoir des invectives. Ça peut partir en live, comme on dit. OK, ce qu'il faut, c'est revenir après, prise de recul. «Bon écoute, je suis désolé tout à l'heure, je suis un peu énervé, il y avait de la tension». Il faut aussi savoir reconnaître quand on s'est trompé. Mais on ne changera pas l'être humain. On peut avoir à un moment donné, on pète un plomb mais il faut être conscient et on prend du recul en disant: «Ouais, je me suis gouré. Excuse-moi». Et pour prendre du recul, comment tu équilibres ta vie? Est-ce que tu as des activités à l'extérieur qui te permettent aussi de conserver cet équilibre? On a parlé de théâtre, on a parlé de famille, Il y a peut-être de sport? 2 activités sportives, moi, qui m'aident beaucoup. La première, c'est que depuis très longtemps, j'ai fait des arts martiaux, donc je j'ai encore de temps en temps l'opportunité d'aller faire un peu de boxe pied-point et de travailler ça. Pourquoi? C'est de la rigueur, c'est du contrôle, ça entretient un peu son corps, et c'est pas mal. Et puis il y a un exercice que j'aime bien qui est un peu plus particulier, c'est que je me suis mis il y a quelques années au golf et je trouve que le golf est une expérience assez intéressante. Heu, il y a 18 trous, hein, généralement ça dure 3 heures et demie, 4 heures et je trouve qu'il y a des parallèles entre le métier de manager. Si au premier trou, on commence déjà à être désespéré parce qu'on n'a pas réussi, hem, et on se dit: «Bah non, tu es nul aujourd'hui, regarde, tu as pas réussi à faire ton premier trou», il y en a encore 17 derrière. Si au premier trou, vous commencez à ne pas vous dire la vérité ou à vouloir tricher avec vos compétiteurs, comment vous voulez, avancer dans le temps? Eh bien, je trouve que cette idée-là, elle est la même avec, nos partenaires. Je parle beaucoup des organisations syndicales, elles sont présentes dans l'entreprise, et elles font partie des organes importants. Bah, c'est vrai que si, dès le premier trou, on commence à vouloir, refaire la vérité ou si on n'est pas confiant, bah, ça va être difficile. Les relations se gèrent dans le temps. Donc je trouve que le golf, pour ça, est une belle école contre soi, de partage, et de persévérance. Voilà, quand il faut jouer, 3 heures et demie, 4 heures, bah, chaque trou est une épreuve et on refait sa checklist, on vérifie comment on va avancer et on essaye d'avoir le meilleur résultat. Et puis si on n'a pas eu le meilleur des résultats, il reste le 19e trou, qui est le clubhouse, où on va partager un verre d'amitié et je pense que ça, c'est une bonne image. Chaque phase, chaque trou est une occasion aussi de pouvoir recommencer et de remettre les choses à zéro et de pouvoir réussir. Ouais. Il y a une formule au golf que j'aimais bien, répéter n'est pas recommencer. Je vois beaucoup de gens qui vont au practice, ils tapent des balles, ils tapent des balles, ils tapent des balles. Non, c'est on Donc répéter, c'est quoi alors si c'est pas fait recommencer? alors répéter, c'est ça, c'est je tape, je tape. Recommencer, c'est checklist. Je m'aligne, ma posture, mon rythme, mon balance, pose ma balle et j'analyse. C'est cette espèce de checklist comme le font les pilotes d'avion, hein. Ils arrivent, ils vérifient tous les points sont bien faits pour que le décollage soit parfait. Voilà, c'est pas en tapant des balles, à la série qu'on arrive à faire quelque chose, donc répéter n'est pas recommencer. Il faut vraiment bien, garder cette checklist. Ça permet de prendre un petit peu de temps, on regarde le terrain,
on garde le vent. Les grands joueurs sont impressionnants pour ça. Donc avec cette checklist, comment tu ressens que tu es à ta place aujourd'hui? Bah, voilà, par exemple, on se rencontre aujourd'hui, donc on se dit, bah, tiens, c'est sympa, j'ai reçu un coup de fil, Mmh. on se partage. Bah, je crois qu'on se sent à sa place quand on a, voilà, des signes. On en parlait tout à l'heure, il faut donner des signes de reconnaissance et on peut les trouver dans tout le milieu personnel et milieu professionnel. Et puis, modestement, bah, essayer d'apporter. Tu parlais tout à l'heure que j'accompagnais, une start-up. Bah, j'ai un peu d'écart avec son dirigeant, mais bah, je me dis finalement, ça se passe bien ensemble, on a trouvé notre rythme, et j'ai toujours une vraie valeur, de conseil et de technique. Donc voilà, il faut trouver des environnements dans lesquels on peut effectivement se dire: «Bah, voilà, c'est bien ce que tu as fait. Peut-être pas là, mais tu vas t'améliorer». Et qu'est-ce que l'Emmanuel d'aujourd'hui pourrait, dire à l'Emmanuel le plus jeune? Bah, tu vois finalement, tu as fait un sacré chemin et c'est vrai, parfois mes amis me disent, mais mes amis d'enfance, parce que j'ai la chance d'avoir des amis, de plus de 50 ans, non pas d'âge, mais de partage. Je crois que le plus jeune, bah, c'est mon ami proche, on s'est connus, on avait 7 ans. Bah, on se dit: «Bah, on a fait quand même du chemin et on est toujours là». C'est cette résilience, cette capacité à passer les épreuves, on est toujours là et on essaye toujours de garder ce lien, même si parfois je le vois pas souvent, mais quand on se revoit, c'est comme si le temps, s'était pas arrêté. Donc j'aime beaucoup cette idée-là de dire, bah, regardons ce qu'on a fait, et puis, avançons, sans regretter. Tu parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. Heu, oui, on peut regarder son passé, mais c'est une petite lampe qui éclaire, sur l'épaule, mais ça éclaire son passé. C'est qu'est-ce qu'on va faire demain? Et on est toujours là et on avance et on a vécu, plein de gouvernements, plein de textes de loi, plein de maladies, plein de guerres, plein de trucs, mais on est toujours là et on avance. C'est très immense, voilà. Merci Emmanuel. Merci beaucoup, un vrai plaisir. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine conversation.